Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour le deuxième numéro de votre magazine Savoir Plus avec notre partenaire IMAZ qui est l'immobilier de A à Z. Après avoir traité de la promotion immobilière dans les généralités le mois passé, aujourd'hui nous parlons de la réalisation de l'opération de promotion immobilière. Qui sont les acteurs de cette opération? Quelle est la réglementation en la matière? Pour avoir réponse à ces questions, nous avons sur ce plateau M. Pamphile Nia, directeur de l'urbanisme, de la construction et du foncier communal de Bobo-Dioulasso. Et également avec nous, M. Abdoul Wahab Kone, contrôleur général de l'agence immobilière IMAZ, partenaire de cette émission. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et comme annoncé, aujourd'hui, il est question de la réalisation de l'opération de promotion immobilière. Dites-nous, M. Nia, que veut-on dire exactement lorsqu'on parle de la réalisation de l'opération de promotion immobilière? Merci beaucoup, madame. Il y a la loi 057 de 2008 qui définit qu'est-ce que c'est qu'une opération immobilière, qui définit qui est opérateur immobilier. Et si on prend la définition de cette loi, elle dit que la promotion immobilière consiste à réaliser ou à faire réaliser les opérations d'urbanisme et d'aménagement définies par le Code de l'urbanisme, qui est un code de 2000, c'est la loi 017-2006 qui définit le Code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso. En deuxième alinéa, il est dit l'édification, l'amélioration, la réhabilitation ou l'extension de constructions sur les terrains aménagés. Les produits immobiliers et fonciers issus des opérations d'urbanisme et de construction sont destinés à la vente, à la location simple et à la location-vente. Ça, c'est le chapitre 2 de l'article de 2009 qui définit ça. Voilà. Maintenant, qui est promoteur immobilier? C'est toute personne physique ou morale de droit privé ou public agréée qui réalise l'une des opérations de ces activités visées à l'alinéa ci-dessus que je viens de citer. D'accord. Ok, monsieur Kone, vous qui êtes promoteur immobilier, qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous dites que vous allez commencer une opération de promotion immobilière? Alors, je vous remercie. Lorsqu'on parle d'opération, de réalisation de promotion immobilière, nous l'entendons d'abord comme étant une opération qui vient après la maîtrise foncière. Parce qu'on ne peut pas faire la réalisation de cette opération si on n'a pas d'abord la maîtrise foncière. Voilà. Alors, de ce point de vue, il s'agit surtout de permettre l'accession à la propriété des constructions par la réalisation d'abord de l'immeuble, ou en tout cas de permettre l'accession à la propriété du sol et des constructions qui sont sur le sol, objet donc de la promotion immobilière. Donc nous l'entendons sous ces deux phases. Alors, par rapport à l'accession à la propriété des constructions par la réalisation de l'immeuble, dans cette hypothèse, comme je l'ai dit, le préalable, c'est d'abord la maîtrise foncière. Et cette maîtrise foncière fait du promoteur immobilier le maître de l'ouvrage. Quand bien même il va réaliser l'ouvrage pour le compte de ses clients, il est d'abord le premier concerné. Donc il est le maître de l'ouvrage et donc le propriétaire initial de l'ouvrage dont la réalisation est projetée. Voilà. Donc la logique veut donc que le promoteur immobilier soit partie au contrat de louage d'ouvrage, puisque c'est à travers un contrat de louage d'ouvrage qu'on va faire appel à des techniciens, à ce qu'on appelle les hommes de métier en matière de construction, qui vont donc, à travers ces contrats-là, intervenir pour réaliser les ouvrages. Alors, par rapport à ça, il faut peut-être qu'on s'attarde un peu sur
ce que c'est que le contrat de louage d'ouvrage, puisque c'est à travers ce contrat-là que les professionnels du métier, donc que ce soit l'entrepreneur, que ce soit l'architecte, que ce soit les techniciens du bâtiment, qui sont les différents intervenants dans le contrat de location d'ouvrage. Voilà. Alors, ce contrat se caractérise par quoi d'abord? Et contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas un contrat de travail. Le contrat de location d'ouvrage, c'est un contrat assez spécifique dans la mesure où il y a deux caractéristiques essentielles, qui est que dans le contrat de louage d'ouvrage, il y a absence de subordination. Qui veut dire? C'est-à-dire que le technicien qui intervient n'est pas un salarié du maître de l'ouvrage qu'est le promoteur immobilier. Il est indépendant, normalement, parce qu'il n'y a que le contrat de louage qui le lie au promoteur immobilier. Et le promoteur immobilier, quand on dit qu'il donne des instructions, c'est trop dit. Il donne des orientations quant à ce qu'il veut que ce soit réalisé. Donc, c'est des directives. Voilà. Donc, ça, c'est le premier caractère du contrat de louage, qui est qu'il n'y a pas de subordination. Que ce soit l'architecte, que ce soit l'entrepreneur, que ce soit le technicien du bâtiment, il n'est pas sous la dépendance du maître de l'ouvrage. Le second aspect, c'est l'absence de représentation. Ça veut dire que, en aucun cas, le locataire d'ouvrage ne peut être considéré comme le représentant du maître de l'ouvrage. Et pourquoi cela? Parce que même s'il passe des contrats de sous-traitance, cela n'engage pas, cela ne lie pas le maître de l'ouvrage à ces sous-traitants-là. Il les engage sous sa propre responsabilité. Voilà un peu, de façon ramassée, ce qu'on peut dire. D'accord. Par rapport à la réalisation de l'opération. Voilà, pour une agence de promotion immobilière. Oui. Mais pour un citoyen qui a un terrain et qui veut construire, Oui. c'est quoi pour lui la réalisation de l'opération de promotion immobilière? Alors, pour le citoyen, lui, il rentre dans ce qu'on appelle un programme immobilier. Puisqu'il va d'abord prendre connaissance du programme immobilier, prendre connaissance des types d'ouvrages qui doivent être réalisés, choisir les types d'ouvrages que lui, il veut. Et plus tard, nous allons voir dans quelle modalité ce choix-là peut se faire, puisqu'il s'agit de la vente. Et donc, il va choisir et, en ce moment, pour le reste de la réalisation, c'est le promoteur immobilier qui s'en charge. Maintenant, nous allons voir que le promoteur immobilier, dans cette application, va souvent avoir recours aux financiers, notamment aux banques, pour se faire financer ces opérations. Et on a constaté que souvent, ça ne suffit pas. Il faut faire participer l'accédant à la propriété, c'est-à-dire le client lui-même, ne serait-ce que de façon progressive au financement de la réalisation donc, de l'ouvrage. Avant de développer cette question, nous allons vous proposer des réactions de quelques personnes sur la question, de savoir si elles sont prêtes à confier, oui ou non, la construction de leur maison à une agence immobilière ou la réaliser elles-mêmes. Les réponses et les raisons de quelques bobolets dans ce micro-trottoir. Ça n'en peut pas gagner jusqu'à 9 800 000 pour payer parcelle. Bon, nous, on n'a pas de moyens pour partir là-bas. Nous sommes dans nos lotis. Donc, si nous gagnons le parcelle là, on va faire mollo, construire, ça va très bien. Il faut savoir que le contexte actuel exige à ce que vraiment nous puissions nous confier à des immobiliers. Parce que vous allez remarquer aujourd'hui que quand on doit construire soi-même, il n'y a pas d'études. Je vais aller voir un frère qui est maçon, un frère qui se dit tâcheron, qui va venir prendre le marché. Il n'y a pas d'études de sol, il n'y a rien, et on te fait le bâtiment. Si moi j'ai les moyens, je préfère construire moi-même
le type de villa ou le type de maison que je veux au fait. Je fais moi-même. Là, c'est mon point de vue en tout cas. Et il y a des gens qui préfèrent effectivement construire, payer une parcelle, la mettre à... Mais on se rend compte effectivement que ça met du temps. Si tu n'as pas de fonds, tu mets du temps, un crédit, après un autre crédit pour construire. Parfaire la maison avant d'y habiter. Moi, mon option, c'est quoi? Je préfère avoir un habitat déjà conçu. OK? Que la banque me permette de satisfaire aux obligations de cette agence immobilière-là. Bon, que j'ai un habitat pour moi. Si moi j'ai vraiment les moyens, je préfère le faire construire moi-même. Voilà. Parce que j'estime en ce moment que en fait, j'ai toute la latitude de choisir qui je veux pour le travail. Voilà. Parce que on a souvent entendu, ou bien on a souvent vu qu'il arrive des cas où il est arrivé des cas où ces immobiliers-là ont construit avec des matériaux de qualité moindre. Moi, je préfère appeler quelqu'un de compétent. Au moins, c'est un agent immobilier qui peut quand même, qui a la maîtrise, en tout cas, qui peut faire vraiment un travail vraiment très harassant. Au lieu de jouer quand même au pingre, vous allez prendre quelqu'un qui va vous bâcler un truc et après vous allez saisiner après. Quand tu te confies à un immobilier, il faut savoir aussi que tu as besoin d'un bon bâtiment. Malheureusement, nous constatons de façon générale que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Même si d'autres font l'exception à la règle, il faut aussi, de la part du gouvernement, un suivi auprès de ces immobiliers. Il faut du sérieux dans ce que les immobiliers font. Aujourd'hui, nous assistons à du n'importe quoi sur le marché. Monsieur Nien, vous qui êtes de la commune de Bobo-Dioulasso, est-ce que vous avez un regard qui puisse garantir vraiment la qualité des travaux des agences immobilières? Oui, nous avons la loi 017-2006 portant code de l'urbanisme et de la construction. En fait, pour toute activité liée à la construction, il y a toute une procédure entamée. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la mobilisation des terres ou bien à l'attribution de la parcelle, mais aussi il y a toute une procédure pour aboutir au permis de construire. Et tous les intervenants, chacun a parlé sans faire cas de ça. C'est-à-dire que les gens, on dit généralement, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que même pour construire un poulailler sur l'étendue territoriale, il faut un permis de construire qui obéit à un certain nombre. C'est-à-dire qu'il y a toute une commission qui s'est réunie, qui vérifie est-ce que le projet que tu as par devers toi, est-ce que les tailles des bâtiments, est-ce que ton sous-bâtiment, ta fondation, il y a toute une commission qui se réunit. Les matériaux aussi? Tous les matériaux, c'est-à-dire que même les matériaux. On se réunit, on se penche là-dessus. Si l'avant-projet que tu as soumis, si ça ne peut pas faire l'objet de construction, on te fait appel et on te dit voilà, selon les études et selon les normes, au lieu de faire ça comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Et c'est à l'issue de ça qu'on aboutit au permis de construire. Même les agences immobilières, quand ils mobilisent leurs terres, il y a toute une procédure qui est définie par la loi 2009-222, qui les définit. Il y a des avant-projets qu'il faut qu'ils déposent. Il y a un certain nombre de cheminements qu'il faut faire. Il faut entamer, il faut entreprendre pour pouvoir aboutir jusqu'à l'approbation du plan par le ministère de l'Urbanisme et de la Construction. Voilà. Monsieur Koné, nous avons vu que les avis sont partagés, C'est ça. mais il y a beaucoup qui préfèrent construire leur maison eux-mêmes au lieu de Oui. confier ça à une agence de promotion immobilière. Oui. Vous qui êtes du domaine, quels sont les avantages qu'ils ont vraiment à se tourner vers vous? Alors, ce qu'on peut dire, effectivement, l'autoconstruction, puisque c'est de cela qu'il s'agit, Oui. Ceux qui veulent construire eux-mêmes leur maison, l'autoconstruction comporte pas mal de déperditions. Souvent, les gens n'évaluent pas ce qu'ils perdent en construisant eux-mêmes. Et si s'ajoute à cela des modifications de plans et tout ça, avec différents intervenants, souvent on change très souvent le locataire d'ouvrage, c'est-à-dire l'entrepreneur
ou en tout cas le tâcheron qui réalise la maison. Et tout compte fait, quand on fait le calcul, celui qui fait de l'autoconstruction, il perd plus. Alors qu'il peut faire l'économie de tout cela en passant par une société de promotion immobilière qui, en réalité, comme on l'a vu dans le cadre de la réalisation de l'opération de promotion immobilière, qui est le maître de l'ouvrage. C'est-à-dire que c'est lui qui suit de A à Z les travaux, qui endosse les responsabilités et qui supporte les garanties assorties donc des anomalies qui seront constatées lors de la réalisation de l'ouvrage. Donc l'avantage pour les citoyens, c'est vraiment, s'il confie la construction de sa maison à une agence de promotion immobilière, c'est qu'il ne se chauffe plus la tête quant aux imperfections et tout ça, parce que tout cela relève de la responsabilité du maître de l'ouvrage et partant du locataire d'ouvrage, parce que dans le contrat de location d'ouvrage, il y a pas mal de responsabilités qui pèsent sur la tête du technicien ou du réalisateur de l'ouvrage. Voilà. Monsieur Nia a tantôt abordé la réglementation en la matière. Est-ce qu'il y a des voies de recours au cas où on se retrouve avec une construction qui ne répond pas aux normes de la part d'une agence immobilière? Oui, il y a une réglementation, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi qui va même jusqu'à la démolition. Parce qu'en fait, dès lors qu'on n'est pas un professionnel du domaine, c'est vrai comme tantôt le coordonnateur, le contrôleur de IMAS disait, en fait quand on construit soi-même, on n'est pas soi-même ingénieur du génie civil, on n'est pas soi-même spécialiste du bâtiment. Le maçon, c'est un exécutant. Le béton que vous voyez, ça paraît être simple, mais il y a toute une formulation qu'il faut faire pour donner les différents dosages au béton. Le maçon ne sait pas. Il ne sait pas, il faut quelque part que ce soit un professionnel, si vous voulez, assermenté, puisqu'il y a l'ordre des ingénieurs qui est là, il y a l'ordre des architectes qui est là, assermenté pour pouvoir valider cette formulation-là. Si on n'a pas tout ça, on va construire, on commence à avoir des fissures de gauche à droite et souvent même des éboulements carrément, parce qu'il y a des maisons même qui s'éboulent. Et souvent ça fait que souvent avec le centre de facilitation des actes de construire, nous on est souvent obligés d'aller suspendre des travaux et les demander de nous envoyer tous les dossiers, les avant-projets de dossiers pour qu'on puisse voir les données de conseil et puis les orienter, les réorienter. D'accord. Maintenant, nous allons parler des intervenants, des différents intervenants dans cette opération et surtout leur rôle. Vous aviez déjà commencé à les énumérer. C'est ça. Donc, parler de la réalisation de l'opération de promotion immobilière, c'est surtout parler du contrat de location d'ouvrage. Alors, dans ce contrat de location d'ouvrage, outre le maître de l'ouvrage, il y a ceux-là qui interviennent, qui sont donc du corps des métiers, comme l'a dit le directeur. Ça commence d'abord par l'architecte, puisque c'est l'architecte qui élabore donc les plans de maison, qui prépare les devis, les projets de marché, et qui met en forme les demandes d'autorisation administrative. Il surveille, il dirige les travaux également, parce que très souvent, l'architecte a, au niveau donc de l'exécution de l'ouvrage, un technicien qu'on appelle le technicien à pied d'œuvre, qui est chargé vraiment de suivre ce que l'entrepreneur fait sur le champ, c'est-à-dire sur le chantier, et d'attirer, de faire des alertes qui remontent à l'architecte et qui, puisque l'architecte est lié par un contrat de loi d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage. Alors donc, l'architecte joue ce rôle-là de veille lors de l'exécution même des travaux et il a un représentant sur le chantier qui suit au jour le jour ce qui est fait. Ensuite, il a une obligation également de conseil auprès du maître de l'ouvrage. Donc ça limite un peu les dégâts quant à la réalisation même de l'ouvrage. Nous avons à côté de l'architecte l'entrepreneur. L'entrepreneur qui est lui-même, c'est lui qui réalise la maison, qui réalise l'ouvrage. Alors, cet entrepreneur-là, justement,
est lié au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise. Et le contrat d'entreprise, avec toutes les obligations qui sont liées, pèse et fait peser des contraintes d'ordre professionnel, d'ordre technique, et également sous la surveillance des autres intervenants, notamment de l'État, des collectivités territoriales. Oui. L'entrepreneur, il est vraiment sous surveillance. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les autres techniciens du bâtiment qui peuvent intervenir également du côté donc de la réalisation de l'ouvrage. Il y a les ingénieurs, les techniciens des bâtiments qui sont également à pied d'œuvre sur le chantier. Donc voilà un peu les intervenants dans l'opération de promotion, de réalisation de promotion immobilière. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez couramment liées à cette opération-là? Alors, très souvent, les difficultés, c'est surtout le respect des chronogrammes d'exécution. Parce que très souvent, par exemple, quand c'est un contrat de vente à l'état futur d'achèvement, dans le contrat, il est assorti une période où le promoteur s'engage à livrer l'ouvrage à son client. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on a parlé de période, on n'a pas parlé de date précise, parce que la construction, c'est toute une activité assez enchaînée avec d'autres. Il y a un enchevêtrement pas possible qui fait que, bon, c'est un peu hasardeux de donner une date de livraison. Mais on donne une période de livraison. Et très souvent, dans la réalisation, c'est surtout le respect du chronogramme établi par l'architecte, puisque c'est l'architecte qui établit le chronogramme d'exécution de concert avec l'entrepreneur. Souvent, le respect de ce chronogramme-là nous pose problème. Voilà. Et les coûts, l'évaluation des coûts? Alors, l'évaluation des coûts, tout ça, c'est fait à l'avance par l'architecte. Oui. Il fait l'évaluation. C'est pourquoi j'ai parlé de la préparation des devis. C'est l'architecte qui prépare les devis quantitatifs, les devis estimatifs. Et c'est au vu de ça, d'ailleurs, justement avec les plans et tout, c'est ça qui est remis à l'entrepreneur pour qu'il les réalise. D'accord. Voilà. Monsieur Nia, pour un citoyen qui souhaite faire construire sa maison par une agence de promotion immobilière, quels sont les pièges à éviter? Bon, en fait, si le promoteur immobilier, il y a d'abord deux types de projets que le promoteur immobilier peut faire, c'est-à-dire que le projet immobilier et le projet foncier. Voilà. Le projet immobilier, ça aboutit à la vente de l'immeuble. Et même cette vente, la fixation des coûts de l'immeuble, ce n'est pas le promoteur seul qui s'assoit et qui définit ça. Il soumet un avant-projet de vente au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui, en fonction des prix du matériau, à ce qu'on appelle le curriculum, voilà, en se basant sur ça, on fixe, après la réalisation, le coût en discussion avec le promoteur immobilier. L'État discute avec le promoteur et il fixe le prix. Si c'est la vente de parcelles, le deuxième projet, il fait ses aménagements, il propose un plan, en fait un coût pour la vente, et ça va au ministère. Ça doit être approuvé par le ministère. Il ne s'assoit pas lui seul comme ça dans son bureau et dit, bon, j'ai fini de construire, je vends ma parcelle à 10 millions. Non. Ou bien je vends mon immeuble à 100 millions. Non. Tout ça, c'est en fonction du type de l'immeuble qu'il a construit, si c'est F1, F2, F3, F4. OK. Je crois que si le promoteur suit ce truc-là, ces cheminements-là, la population n'a pas à s'inquiéter. Voilà. Monsieur Koné, un mot à ajouter? Bon, effectivement, les prix qui sont proposés par le promoteur immobilier sont d'abord approuvés par les autorités compétentes. Bien entendu, au niveau du promoteur immobilier, il fait les évaluations de coûts avec l'appui de son architecte et des différents intervenants. Et maintenant, quand il propose les prix au ministère, il détaille avec les devis quantitatifs, les devis estimatifs, avec les prix des matériaux et tout, avec les types de maisons à construire, comme il a dit, les catégories de maisons, avec les prix d'acquisition et tout cela. Et ça, c'est approuvé
dans le cadre du projet qu'on appelle du programme immobilier même, en tant que tel. Voilà. Est-ce à dire que tout se résume autour du coût? Oui. Un coût élevé est égal à... Bon, quand on parle en tout cas de toute activité lucrative, la notion de coût a un rôle fondamental. Voilà. D'accord. Voilà. Ce n'est pas seulement dans le domaine immobilier, dans tous les domaines. Okay. Le coût doit être maîtrisé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que construire en autoconstruction, on ne maîtrise pas les coûts. Il y a pas mal de gens, quand tu leur demandes aujourd'hui, s'ils sont prêts à réaliser leur maison comme ils l'ont fait seuls, ils vont vous dire que non. Parce que quand ils font les calculs, la maison a pris du temps. D'abord, la maison a pris du temps et la maison est devenue plus coûteuse. D'accord. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la réalisation de l'opération de promotion immobilière. Et avec nous sur ce plateau, c'était M. Pamphile Nia, directeur de l'urbanisme, de la construction et du foncier communal de Bobo-Dioulasso. Également M. Abdul Wahab Kone, contrôleur général de l'agence immobilière IMAZ. Merci de votre attention. On se retrouve le mois prochain.